Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec Dr Ousmane Kaba, président national du PADES, entendu le Parti des démocrates pour l'espoir, ici en République de Guinée. Dr Kaba, bonsoir. Bonsoir Bachir et bonsoir à tous vos téléspectateurs et spectateurs, tous les auditeurs guinéens, mais aussi africains. Tout à fait, ils sont très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Je vous en prie. La Guinée est sous le feu des projecteurs et d'autant plus que vous êtes candidat à la présidentielle du 18 octobre 2020. Mais notre première question serait de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Écoutez, je suis dans un excellent état d'esprit. Nous essayons d'abord d'expliquer les motivations de notre candidature et aussi trouver des solutions que nous proposons aux Guinéens. Vous savez, moi je ne suis pas un politicien professionnel, je suis un économiste de longue date, un pratiquant. J'ai servi de conseiller à plusieurs gouvernements, mais je me suis rendu compte finalement que les conseils n'ont pas été utiles parce qu'ils ne sont presque jamais suivis. Malheureusement, notre pays, malgré ses énormes potentialités, se trouve être parmi les 15 pays les plus pauvres dans les 189 pays des Nations Unies. C'est vraiment inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons en politique pour lever ce paradoxe, que la Guinée soit un pays riche et très pauvre dans la réalité. Voilà. Le dernier classement du PNUD nous le montre très bien. Hein. 15e. Oui. 15e pays le plus pauvre du monde. C'est effrayant. Un scandale géologique comme la Guinée, comme on le dit. Un scandale géologique, un scandale hydrologique, avec tout ce que vous voulez. Mais nous en sommes là, essentiellement à cause de la mauvaise gouvernance. Voilà. Alors, mais votre candidature, j'allais dire, elle a suscité quand même un certain nombre d'interrogations, notamment du côté des panafricanistes qui vous suivent. On sait que vous étiez, ou vous êtes un des membres du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Vous étiez l'un des plus farouches, vous me permettez l'expression. Mais on vous a tout d'un coup vu vous retourner comme ça, vous présenter comme candidat. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal à la démarche que vous avez adoptée au départ? Ah non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt complémentaire. Je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de la lutte. Nous avons lutté contre le troisième mandat. Et nous le faisons par principe depuis très longtemps. Je rappelle que nous nous sommes battus contre le troisième mandat du général Lansana Conté déjà. C'est bien avant le FNDC. Et par principe, on ne peut pas accepter une situation de présidence à vue. Ça retarde l'Afrique, ça empêche l'alternance, ça empêche le renouvellement de la classe politique. Et du coup, ça empêche les sanctions. Parce que tous ces retards-là, c'est dû au fait que les hommes politiques ne sont pas sanctionnés par les élections. Lorsqu'on fait une présidence à vie, ça devient catastrophique pour un pays. Mais quand vous dites présidence à vie, est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention? Attendez, quand on commence troisième, quatrième mandat, ça veut dire que c'est la présidence à vie. On dit sous autres cieux qu'il n'était pas là pour la présidence à vie. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Quand il n'y a pas de limite, tout le monde connaît, nous sommes en Afrique, c'est une présidence à vie. Ceci dit, nous avons créé le FNDC il y a 1 an. Nous nous sommes battus, nous sommes allés dans la rue, avec la société civile, les partis politiques. Nous avons pris beaucoup de gaz nous-mêmes, personnellement. Malheureusement, nous n'avons pas pu le dissuader, ni de renoncer à son troisième mandat, ni de faire des élections législatives. Il a attaché les 2 élections. Mais avant cela, je rappelle que quand on a créé le FNDC, il était question de l'appeler Front National pour l'alternance et la démocratie. Malheureusement, les partis d'opposition qui parlent souvent étaient à l'Assemblée nationale bien après la fin de leur mandat. Je rappelle que j'ai été le seul député à quitter l'Assemblée nationale par principe en disant notre mandat est fini. Il est inacceptable de continuer à siéger sur la base d'un décret à l'Assemblée nationale, ça n'a pas de sens. Et j'ai prévenu tout le monde que dans 2 ans, ce monsieur va essayer de prolonger son mandat indéfiniment. Les gens ne m'ont pas écouté, ils sont restés. Donc quand on a créé le FNDC, ils ne pouvaient pas accepter le mot alternance dans le sigle. Donc c'est pour cela qu'on s'est cantonné en appelant Front National de défense de la Constitution. Mais puisque nous n'avons pas pu défendre la Constitution, il fallait continuer la lutte contre le troisième mandat d'une autre manière. Donc la manière qui venait après, c'était les élections. Et puisque le peuple est souverain, moi j'ai dit, nous n'avons pas pu l'empêcher.
faisons le constat, adaptons notre stratégie à la nouvelle réalité. Est-ce que par principe aussi, vous n'auriez pas pu ne pas vous présenter, puisque là, vous y allez quand même avec une constitution, sur la base d'une constitution que vous avez combattue? Écoutez, que nous avons combattu, nous avons tout combattu. On n'a pas réussi à le faire partir par les manifestations, par la rue. Nous espérons le faire partir par les urnes. Et je pense qu'il faut faire confiance au peuple de Guinée. Après tout, nous avons des exemples dans notre sous-région. Nous avons eu le cas au Sénégal, nous avons eu le cas en Côte d'Ivoire même, nous avons eu le cas en Gambie. On n'a pas pu dissuader ces personnes de ne pas faire le 3e mandat. Mais lorsque les peuples l'ont décidé, par les élections, par les urnes, eh bien, ces présidents sont partis. Donc je pense qu'il faut tirer les leçons de l'histoire et ne pas s'entêter inutilement et adapter les armes aux circonstances. Voilà. Pourquoi? Donc pour moi, ce n'est qu'une continuité de la même lutte. Et d'ailleurs, d'autres partis m'ont suivi plus tard. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a appris qu'il y a une vingtaine de partis qui se rallient. Mais c'est logique. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir par les urnes. Faisons confiance au peuple de Guinée. Aujourd'hui, l'opinion publique, l'opinion guinéenne a beaucoup évolué. Sa base qui était en Haute-Guinée s'est complètement retournée. Grâce en partie au travail qui a été fait par le PADES depuis 3 ans. Et donc la situation a complètement changé. Il n'a plus de soutien au niveau du peuple de Guinée. Et par il, on parle du président Alpha Condé, c'est ça? Tout à fait. Alors, au vu de tous les désaccords qu'il y a eu dans un passé très récent, cette constitution dont on évoque tout à l'heure, la question du fichier électoral, la composition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est-ce qu'on peut dire que les conditions d'une élection libre, transparente, sont réunies pour que vous alliez à ces élections? Non, je ne pense pas que toutes les conditions soient réunies. Mais ça n'empêche pas d'aller aux élections. Il y a des éléments de contentieux. Le fichier est un élément important. Il y a eu un effort d'assainissement. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais il y a eu un effort. Il y a le problème de la neutralité de la CENI, qui est affirmé aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles, il y a une nouvelle présidence, etc. Mais par le passé, nous avons été effarouchés par l'expérience malheureuse des CENI. En Guinée, ici, la CENI n'a jamais été très neutre pendant très longtemps. On espère que cette fois-ci, ce sera une bonne CENI. Bon. Et il y a aussi la neutralité de l'administration, ce qui m'inquiète encore plus. Alors, pourquoi ça vous inquiète? Parce que ici, nous avons l'habitude de voir des préfets, des sous-préfets, qui se transforment en agents électoraux, alors que de par la loi, il leur est interdit de se mêler d'élections parce qu'ils doivent observer la stricte neutralité. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Nous n'avons jamais une administration aussi politisée que sous le président, le professeur Alpha Condé. C'est vraiment dommage. Et là, c'est assez inquiétant. En tant que candidat, je mets en garde vraiment l'administration de ne pas se mêler des élections. Les préfets, les sous-préfets doivent s'éloigner du processus électoral. Est-il possible? Ben, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Et nous sommes un parti politique. Ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser, d'alerter et à la fois l'opinion nationale et internationale, et aussi de parler à tous nos militants et à l'ensemble du peuple de Guinée, d'être vigilants, de ne pas accepter que les préfets et les sous-préfets se mêlent d'élections. Ce n'est pas vraiment leur travail. Très bien. Alors, je voudrais qu'on évoque à présent la question de votre programme politique, mais avant d'y arriver, quel bilan vous faites de la présidence du professeur Alpha Condé en 10 ans? Écoutez, c'est un bilan mitigé qui, à mon avis, est globalement négatif parce qu'il n'a pas pu relever les défis fondamentaux de notre économie. Le seul secteur où j'ai vu quelques progrès, sans pour autant être vraiment satisfaisant, c'est le secteur de l'énergie. On a initié quelques gros barrages, ce qui est une bonne chose parce que ça peut résoudre le problème à terme, en tout cas aider à résoudre le problème dans le domaine de l'énergie.
Mais ce qui est souvent présenté comme un bilan, les quelques maisons qu'on construit ça et là, ça, ce n'est vraiment pas le rôle de l'État. Que l'État construise quelques bâtiments pour ses fonctionnaires, c'est une bonne chose, mais on n'a pas à présenter ça comme un bilan. Vous savez, moi, je suis un professeur d'économie, donc tout ce qui n'est pas bien public, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les infrastructures de base, l'eau, les routes, l'électricité. L'État doit se concentrer sur ces choses-là. Hein, et non parler d'hôtels. D'ailleurs, les hôtels n'ont jamais été construits par l'État, c'est le secteur privé qui le fait. Ça prouve un peu le niveau de nos populations, où on abuse de nos populations en présentant des hôtels comme des bilans du gouvernement. D'accord. Alors, et quand vous parlez d'eau et d'électricité, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une certaine évolution? La Guinée d'il y a 10 ans, aujourd'hui, sur le plan justement énergétique, on a l'impression quand même qu'il y a un certain progrès, je veux dire. Mais c'est ce que j'ai commencé par dire. Oui. Je dis, il y a eu des progrès dans le domaine de l'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Mais il y a quand même eu progrès, il ne faut pas le nier, parce que les grands barrages ont été construits. Le premier barrage, j'ai apporté moi-même le financement en tant que conseiller du président. Hein. J'ai passé beaucoup de temps pour le convaincre de prendre ce financement-là. Donc je sais réellement de quoi je parle. C'était le barrage de Kaleta. Après, on a engagé pour Swapiti, il y a Amaria, etc., qui sont en chantier. Tout ce qui sont en chantier, c'est une excellente chose. Mais ce que je dis, c'est que cette politique énergétique n'a pas été systématique. Nous avions préconisé à l'époque de décentraliser, de faire des micro-barrages à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière et en Haute-Guinée, ce qu'ils ont systématiquement refusé. Je trouve ça vraiment dommage, parce que ça coûte moins cher et ça permet d'électrifier l'ensemble de la Guinée. Vous savez, lorsque je parle d'électricité, j'insiste toujours. Dans un pays, il y a les infrastructures de base. Oui. L'électricité, les routes et l'eau. On ne peut pas bâtir un pays sans les infrastructures de base. C'est pour ça que les économies s'appellent infrastructures. C'est en dessous des structures économiques de production. C'est comme une maison, s'il n'y a pas de soubassement, on ne peut rien faire. Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Et surtout, on ne peut pas faire de politique d'emploi. L'électricité, ce n'est pas la lumière la nuit uniquement. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Ça doit permettre aux entreprises de travailler pendant la journée. Je rappelle que les hommes travaillent le jour et se reposent la nuit. Donc si vous ne mettez pas d'électricité la journée, ça veut dire que la machine économique ne peut pas marcher. Voilà. Ce sont les infrastructures de base qui font défaut dans ce pays. Pour quitter ici, aller à Kindia, c'est juste 120 km, vous pouvez faire 5 heures de temps. C'est inacceptable. On n'a pas fait 200-300 km de route dans ce pays depuis 10 ans. Le réseau routier est tellement foutu que même la campagne devient très difficile pour nous. Hein? J'étais, avant-hier, j'ai été à Forécaria, 100 km à la frontière de la Sierra Leone. Ça m'a pris 3 à 4 heures de temps. C'est extraordinaire. De l'autre côté, en Sierra Leone, vous avez déjà le goudron qui va jusqu'à Freetown. C'est même honteux pour un pays comme la Guinée. Donc, je pense que c'est des problèmes de priorité. Un gouvernement doit être concentré déjà sur l'essentiel. Et lorsqu'on arrive à le faire, le pays peut décoller. Mais docteur Kaba, dans ce que vous appelez aujourd'hui bilan mitigé, plus ou moins négatif du professeur Alpha Condé, est-ce que vous n'êtes pas aussi quelque part responsable, puisque vous venez de nous dire que vous avez été son conseiller? Est-ce que vous ne partagez pas cette responsabilité? Non, pas du tout. Parce que lorsque j'ai été son conseiller, j'ai donné des conseils en tant qu'économiste professionnel qui n'ont jamais été suivis, malheureusement. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'ai divorcé avec lui. Parce que je l'ai dit, on ne peut pas faire uniquement des gros barrages, décentralisons l'énergie à l'intérieur du pays pour encourager l'agriculture. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les liens. Mais s'il n'y a pas d'électricité à l'intérieur du pays, on ne peut pas mettre des unités agro-industrielles qui sont les débouchés naturels des agriculteurs. À part le problème même de la lumière. Ça n'a pas été suivi. J'ai dit, lorsqu'on fait des travaux de route, il ne s'agit pas simplement de faire l'appel d'offres pour l'entreprise qui exécute. Il faut un appel d'offres pour l'entreprise qui contrôle. Oui. Malheureusement, c'est pour ça qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans les routes, ça ne donne pas. Tant que c'est le gouvernement qui paye, il n'y a jamais de cabinet de contrôle. Donc la corruption n'est pas loin entre le ministère et l'entreprise adjudicatrice.
Il y a de la corruption en l'air. Et finalement, les routes qui sont faites disparaissent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, au lieu de durer 30 ans. Nos conseils ne sont jamais suivis. J'ai demandé à Monsieur le Président de ne pas se spécialiser dans la bauxite. La Guinée aujourd'hui fait 75 millions de tonnes de bauxite. C'est une catastrophe en termes environnementaux. Catastrophe. C'est pour ça que d'autres pays comme Malaisie, l'Indonésie ont refusé de faire de la bauxite. Alors, c'est de la terre rouge que l'on transporte dans des pays qui, eux, n'ont pas de bauxite, mais qui mettent des usines d'alumine. Donc, toute la valeur ajoutée, il reste. C'est-à-dire les salaires, la contribution fiscale, les profits, tout reste là-bas. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc, vous auriez voulu que oui, cette transformation se fasse sur place. On a été incapable d'avoir une seule usine d'alumine. La dernière date de 1955, c'est Fria par les Français. C'est une catastrophe. Alors, mais les hommes politiques aiment le court terme. Ça va très vite, il faut prendre beaucoup de poussière de la terre. Et toute cette zone est quasiment désertique maintenant, à Bofa et à Boké. C'est une calamité en termes environnementaux parce que les terres cultivables se raréfient, les rivières tarissent, les hommes sont malades et une bonne partie des dirigeants sont des transporteurs de bauxite. Ils achètent des dizaines, des centaines de camions. C'est terrible ce qui se passe. Et la Guinée s'enfonce dans la pauvreté parce que la contribution fiscale, une partie de cette contribution fiscale aussi disparaît. Voilà. Et alors, si je prends uniquement l'industrie bauxitique, nous avons aujourd'hui 75 millions de tonnes. Avant, c'était 15 millions. Avec les 15 millions, on avait 150 millions. Ça veut dire 10 $ la tonne comme contribution budgétaire. On devrait avoir aujourd'hui 750 millions de dollars uniquement de la bauxite, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous n'avons pas plus de 300 millions dans notre budget. Où va le reste? C'est de l'évasion fiscale à plein temps. Non seulement se spécialiser dans la bauxite est un mauvais choix économique, un mauvais choix environnemental, mais le peu qui devrait rentrer aussi comme recette de l'État ne rentre pas. Donc c'est une calamité pour le pays. Ça reste en pointillé. Alors face à ce que vous considérez donc comme cet échec du régime actuel, sur tous les plans, quelles alternatives le candidat du PADES propose-t-il? Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de critiquer. Il faut proposer un plan de remplacement. Comment faire décoller l'économie guinéenne? Nous avons commencé d'abord en disant que le premier point de notre programme de société, c'est vraiment de renforcer l'unité nationale et la démocratie. C'est un préalable. On ne peut pas bâtir de l'économie dans un pays divisé, dans un pays de haine, où une certaine partie de la population va se sentir exclue. Alors, en termes pratiques, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord pour les dirigeants deux choses simples. Première chose, ne rien dire qui puisse entamer l'unité ou le sentiment d'appartenance dans un pays. Éviter les déclarations ethniques sur une base ethnique ou ethnostratégique. C'est très très important. En tant qu'homme politique, nous avons la responsabilité d'unifier une nation, pas de diviser les Guinéens. Et là, ça s'adresse à tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques, quels qu'ils soient. Personnellement, j'estime qu'une présidence ne vaut pas la division dans son pays. Même si on est candidat à la présidence, surtout quand on est candidat à la présidence, il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est extrêmement important. Ensuite, on voit ce que l'on fait. Ce que l'on fait ne s'adresse qu'au gouvernement parce que c'est lui qui a le pouvoir. Donc il faut être équitable en termes d'investissement, en termes de fonction publique, en termes de gestion à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, ce qui est très urgent, il faut éviter les déclarations ethniques. J'ai toujours condamné, que ce soit à droite ou à gauche, tout ce qui est relent communautariste dans ce pays-là. Nous sommes juste un tout petit pays de 13 millions d'habitants. Nous sommes tous des frères et sœurs. Je pense que vraiment, vraiment, on n'a pas à se diviser. Ce que nous avons en commun, c'est les routes défoncées. Ce que nous avons en commun, c'est le manque d'électricité. Ce que nous avons en commun, c'est la pauvreté endémique et le chômage massif de nos jeunes. Et c'est partout.
Et comment comptez-vous justement remédier à tout cela? Ben justement, je revenais à ce programme, je disais donc le premier point, c'est pour cela que le premier point, c'est vraiment le renforcement de l'unité nationale, mais aussi le renforcement de la démocratie. Nous avons beaucoup d'atteintes à la démocratie aujourd'hui, même pendant cette campagne électorale. Nous avons été ségrégés, nos t-shirts ont été bloqués à la frontière, parfois nos militants sont violentés dans certaines villes comme Sigiri, Kankan ou bien Kirouani, des choses comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Donc nous appelons vraiment tous les administrateurs territoriaux à respecter le principe de neutralité. Mais ceci dit, il faut s'attaquer tout de suite aux infrastructures de base. Infrastructures de base, ça veut dire qu'il faut restaurer le réseau routier et très vite. Deuxièmement. Troisièmement, il faut mettre l'eau. Quatrièmement, il faut mettre l'électricité, mais dans les 33 préfectures de la Guinée. Alors, les Guinéens ont tellement souffert avec cette histoire d'électricité que les gens pensent que c'est difficile. Ça ne l'est pas du tout. Nous avons un énorme potentiel hydroélectrique, mais ce n'est pas tout. Il faut faire un mix. Nous avons des usines que nous pouvons implanter. Nous avons les nouvelles énergies renouvelables. Nous avons le solaire, par exemple. Un projet solaire, en 6 mois, vous avez fait le projet solaire. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement a été incapable jusqu'à présent d'avoir une seule usine solaire en Guinée. C'est extraordinaire. Donc nous avons des possibilités pour électrifier les 33 préfectures de ce pays. Alors, en tant qu'économiste, je prie tous les candidats de ne pas parler de combattre le chômage si on n'a pas ces fondamentaux dans une économie. Quand vous n'avez pas les routes, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau, c'est inutile. Vous ne pourrez jamais combattre le chômage. Pourquoi? Parce que les conditions physiques ne sont pas là pour que les entreprises s'installent. Voilà. Donc, il faut commencer par là. C'est pourquoi j'insiste tellement sur ces volets. Mais ensuite, nous avons l'éducation. L'éducation, moi-même, je suis dans ce domaine de l'éducation. C'est important parce que quand on veut préparer l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre ses efforts dans l'éducation. C'est la base. L'homme est en même temps sujet et objet de l'économie. D'accord? Et la Guinée est l'un des rares pays, je dirais même le dernier pays en Afrique de l'Ouest en termes de priorité donnée à l'éducation, puisque nous dépensons annuellement 13% de notre budget. Je rappelle que des pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils sont entre 30 et 40% de leur budget pour le système éducatif. La Guinée est le seul pays dont le budget, tous les cycles confondus, est autour de 13%. Ça veut dire que l'éducation n'est pas une priorité, même comparée aux autres pays de la sous-région. Donc, mettons des efforts. Et quand on parle d'efforts dans l'éducation, il y a 3 volets essentiellement. Il y a le volet du contenu de la formation, n'est-ce pas? Il y a le volet de l'encadrement, les salaires des enseignants, etc. Il y a le volet des infrastructures. Hein? Donc, il faut travailler conjointement sur tous les 3 volets, et quel que soit le cycle. D'ailleurs, le cycle qui a le plus à réformer ici en Guinée, c'est le cycle du primaire. C'est au cycle du primaire qu'on a beaucoup de problèmes. Hein, si les étudiants, les élèves sortent du primaire sans savoir lire, écrire et compter, c'est une catastrophe. Voilà les objectifs, l'éducation de base. C'est tellement important. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de succès dans ce domaine depuis plusieurs années. Ça se ressent même au niveau du bac. Nous sommes l'un des pays avec les taux d'échec les plus élevés dans les examens et du BPC et du baccalauréat. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut insister sur l'enseignement professionnel. Quand on dit insister, ça veut dire qu'il faut réellement financer ce secteur-là pour augmenter l'employabilité de nos jeunes, n'est-ce pas, et faire l'adéquation avec le marché du travail. Mais ceci dit, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que l'éducation qui conditionne le chômage, il y a la machine économique, on va y revenir. Ensuite, le domaine de la santé. La santé, ça a été catastrophique lorsque nous avons eu Ebola. Non pas parce que le gouvernement est resté inactif, mais parce que l'état de notre système de santé était tellement mauvais, était tellement faible que Ebola a fait des ravages ici chez nous, en Guinée. Et depuis lors, il y a eu quelques efforts, mais je pense qu'il faut continuer à investir massivement dans ce secteur. Et comme je le dénonce toujours, toute l'élite guinéenne se soigne à l'extérieur de la Guinée. Ça, c'est une catastrophe. Hein, je pense que nous devons faire un effort chez nous pour avoir des structures sanitaires adéquates.
mais aussi quelques structures de pointe pour éviter les évacuations sanitaires qui nous coûtent beaucoup d'argent chaque année. Et nous pouvons investir sur place ces montants-là pour permettre à notre système sanitaire de s'améliorer, de se qualifier. Hein? Alors, vous avez ces ensembles de points, vous avez à peu près 6 points, mais le 7e point sur lequel je voudrais insister, c'est le développement rural. Le développement rural, pourquoi? Parce que la majorité de notre pays vit dans le secteur rural. Et lorsque je parle de développement rural, je parle à la fois d'agriculture, de pêche et d'élevage. Voilà, les 3 éléments, les 3 sous-secteurs. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons 2 objectifs simples. Atteindre l'autosuffisance alimentaire et booster les exportations pour gagner des réserves en devises. Hein? Malheureusement, nous n'avons pas fait grand-chose pour atteindre cette autosuffisance alimentaire. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans l'agriculture. Je suis un gros planteur, mais j'ai fait aussi beaucoup de riziculture, donc je connais exactement de quoi cela retourne. Nous avons beaucoup de problèmes, puisque le riz est la base de notre alimentation ici. Il faut faire une politique par filière, en commençant depuis les semences, les laboratoires. Là, je dois reconnaître que le professeur Alpha Condé a fait un effort par rapport au passé en ce qui concerne les semences. La qualité, parce que les laboratoires ont commencé à revivre, il faut renforcer cet élan. Mais ce n'est pas suffisant, il faut préparer la terre. Hein. Donc il faut des machines agricoles, mais il ne suffit pas d'envoyer des machines agricoles. J'ai des expériences là-dessus. Il faut en même temps des pièces détachées, il faut des mécaniciens pour réparer en cas de panne. La maintenance en tout cas. Voilà, la maintenance, ça c'est très important. Et ensuite, on passe au problème des engrais, on passe à la préparation du sol, mais aussi à la récolte. Hein, si jamais votre moissonneuse-batteuse tombe en panne, comme ça a été mon cas lorsque j'ai fait 130 hectares de riz, c'est une catastrophe. Hein. Donc, il faut être attentif à tous ces aspects. Et finalement, à la transformation du riz paddy en riz net et surtout au revenu du paysan. Donc au total, il faut augmenter la productivité pour pouvoir augmenter le revenu des paysans et atteindre l'autosuffisance alimentaire sans pénaliser les consommateurs. Parce que vous savez, il y a cette contradiction apparente entre l'agriculteur et le consommateur des villes. Pour l'agriculteur, il faut qu'on augmente le prix, par exemple, du sac de riz, pour que lui gagne beaucoup plus d'argent. Et le consommateur se sent pénalisé. Depuis l'indépendance, tous les dirigeants ont pris parti pour les consommateurs, au détriment des agriculteurs. C'est ce qui fait que la Guinée... Vous vous situez entre les deux de toutes les façons. Absolument. Mais juste ce petit point, pour lever cela, il est possible de maintenir les prix en augmentant le revenu des agriculteurs à condition d'augmenter le rendement. Ah, d'accord. Et là, c'est l'économiste expert dans l'agriculture qui parle. Absolument. Mais je m'en voudrais quand même de ne pas vous interroger sur la place qu'occuperait justement dans votre programme la femme et les personnes du 3e âge. On va y arriver parce que lorsque je parle d'emploi au point suivant, et lorsque je quitte le domaine de l'agriculture, je parle d'emploi. Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon de sortir des gens de la pauvreté, ce n'est pas de leur distribuer de l'argent, mais de les faire participer au processus de production économique. C'est très important. Les milliers de jeunes que nous avons, il faut les trouver des emplois. Une fois que vous avez réglé le problème des infrastructures, vous pouvez faire des aides spécifiques, des aides sectorielles. Prenons l'agriculture. J'ai dit que la majorité, 52% des personnes vivent dans le domaine agricole. L'État doit encadrer les jeunes, alors là, massivement. Nous avons préconisé un programme de jeunes agriculteurs. La première année, nous allons prendre 10 000 jeunes agriculteurs que nous allons encadrer, que nous allons former, les encadrer sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Et les aider aussi sur le plan de la terre. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Lorsque ces jeunes sont fixés, si on veut que ça marche, il faut que ces jeunes gagnent de l'argent. C'est important. Et ça a fait que tous les programmes depuis l'indépendance ont toujours échoué. Parce qu'on regarde le paysan comme quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner dans ses activités. Et s'il ne gagne pas, il abandonne. D'ailleurs, toute l'Afrique de l'Ouest, un seul pays a bien réussi dans l'agriculture depuis l'indépendance. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que simplement, le président de la République était un paysan, qui était attentif aux revenus du paysan.
Hein? Voilà, ce n'était pas le cas des autres dirigeants et qui ont vu les paysans comme des gens qui travaillent pour nourrir la ville. Et nourrir cette ville au prix le plus bas. Malheureusement. Donc il y a vraiment tout un travail. Et pendant ce travail-là, il faut évidemment regarder les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, le troisième âge, les retraités. Et vous savez, l'une des couches les plus misérables de notre pays, ce sont les retraités. En Guinée, les retraités souffrent énormément parce que d'abord, on les paye très peu. Et généralement, les indemnités ne sont pas revalorisées avec l'inflation. Donc, leur pouvoir d'achat est miné. Et ensuite, pour avoir cet argent, c'est la croix et la bannière. Hein? Vous voyez des vieux qu'on retourne tous les jours, etc. Et vous avez une fonction publique vraiment qui n'est pas serviable pour les personnes âgées. Donc, il faut résoudre ces questions-là et très rapidement. La femme, parce que la femme est la moitié de l'humanité. Si on ne se penche pas sur ça, on n'ira nulle part en termes de développement. Voilà. Et donc, il faut être à l'écoute de ces femmes, élaborer des programmes spécifiques pour les sortir de la pauvreté. Alors, moi, j'ai toujours été contre ces histoires de distribution d'argent. Comme on les entend aujourd'hui, on va distribuer de l'argent monétaire. D'abord, ça ne tient pas la route. Un pays pauvre ne peut pas se permettre, le gouvernement d'un pays pauvre ne peut pas se permettre de distribuer une richesse que vous n'avez pas aidé à créer. C'est le simple bon sens. Deuxièmement, les montants qui sont dégagés vont à des personnes mal identifiées. D'abord, qui est le pauvre en Guinée? Quel est son niveau de revenu? Il y a tout un travail statistique qui n'est même pas disponible en réalité. Et troisièmement, ce sont les fonctionnaires qui partagent cet argent. Dans un système où les fonctionnaires sont corrompus, évidemment, c'est un moyen pour eux de s'enrichir. Je pense que c'est de la plaisanterie. Aidons le peuple de Guinée à travailler, qu'ils participent au processus de production, aidons-les à faire de la production, au lieu de prendre l'argent cash pour dire je distribue. C'est ce qu'on fait même dans le domaine de la politique aujourd'hui. Au lieu d'aider les jeunes gens à trouver de l'emploi, on prend de l'argent pendant la campagne, on les distribue. Et la jeunesse tend à être prostituée. C'est une catastrophe éthique, catastrophe morale, déjà. Catastrophe éthique, catastrophe morale. Docteur Ousmane Kaba, je voudrais quand même être un tout petit peu honnête, vais-je dire, à reconnaître que vous êtes quand même l'un des rares hommes politiques de la République de Guinée à avoir investi en Guinée. Alors, je cite entre autres, hein, vous êtes dans le domaine éducatif, notamment avec cette grande université panafricaine, l'université Kofi Annan, que nous avons eu l'occasion de visiter. Vous êtes présent sur le domaine de la santé avec la construction de cette clinique à Hamdalaï, dans la commune de Ratoma. Tout à fait. En tant qu'agriculteur également, vous avez plusieurs hectares de terrain, plusieurs plantations de café, de cacao, d'EVA, de riz, de bananiers, etc., etc. Et dans l'élevage, vous êtes aussi avec plusieurs têtes de bœufs, comme on dit en Afrique, et plusieurs centaines de moutons également. Alors, quand on regarde tout cela... Et je paye près de 600 personnes chaque mois. Très bien. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est d'où vous vient cette fortune? Ça, c'est une très bonne question parce que les gens croient qu'on ramasse l'argent du jour au lendemain. Dans un pays corrompu, on pense que tout le monde est corrompu pour commencer. C'est comme ça. D'abord, ils ont oublié que moi, j'ai construit Kofi Annan en 1995. C'était même avant d'être ministre, dans quoi que ce soit. Et mes premiers fonds, lorsque j'ai démissionné comme économiste du Fonds monétaire international, on m'a donné un premier chèque de séparation de 150 000 $. C'est avec ça que je suis parti. Et j'ai construit, mais je n'avais même pas suffisamment d'argent pour finir un bâtiment. Il a fallu que la BCG vienne en aide, et ils sont là à la banque. Elle m'a financé au moins 3 fois. Hein? Mais c'est quelque chose qui dure 20 ans. Chaque année, on fait un peu. La première année, c'était R+2. 4 années après, on a fini le dernier bâtiment. 4 années plus tard, on a commencé un second bâtiment. 4 ans. Le plus grand bâtiment m'a pris 5 ans. Et depuis 1995, ça fait combien d'années? 25 ans. Ce n'est pas 25 jours. Voilà. Et les gens croient qu'on peut faire tout ça en un clin d'œil. Ce n'est pas du tout ça. C'est un travail de patience, un travail de dédicace,
Et je rappelle enfin que je suis docteur d'État en sciences économiques. Le rôle de l'économie, c'est enrichir les individus et les nations. Si moi, je ne réussis pas à faire une entreprise, je ne sais pas qui peut réussir à la faire, honnêtement. Donc, depuis 20 ans, on a commencé tout petit, par 12 classes, 18 classes, ainsi de suite, petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça a duré 25 ans. Je vois souvent des gens qui parlent, vous enlevez 25 ans de leur vie, et vous verrez que chaque année, moi, je construis un peu. Même cette année, il y a un dernier bâtiment que je suis en train de construire depuis 3 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Donc, ce sont mes fonds propres au départ. Je me suis investi personnellement. J'ai été financé par la BICIGI, au moins 3 crédits successifs dans des investissements de bâtiments. Ils sont tous là, on peut vérifier tout ça. Hein? Donc, sur 25 ans. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Seulement, les gens n'aiment pas la persistance dans le travail. Voilà. Donc Ousmane Kaba n'a pas puisé dans les caisses de l'État. Ben, si j'avais puisé dans les caisses de l'État, je n'allais pas être auditeur de la République. Et je n'allais pas dire dans ce pays ce que je pense. Personne ici n'ose parler en réalité parce que la plupart des gens sont sales. Alors, docteur Ousmane Kaba, vous allez à cette élection avec l'espoir, pour rester dans la définition de votre parti, le Parti des démocrates pour l'espoir, avec l'espoir de remporter la victoire finale. Mais qu'adviendrait-il si au soir du 18 octobre, vous n'étiez pas déclaré candidat, du moins en tenant en compte la vérité des urnes? Est-ce que vous accepteriez ce verdict au nom de cette paix que vous venez d'évoquer en Guinée? Il faut dire que nous sommes un parti politique. Je le répète tout le temps, nous ne sommes pas une armée. Nous n'avons pas une armée, une gendarmerie, une police. Et nos militants ne sont pas des guerriers. Hein? Nous allons nous battre pour qu'il y ait la transparence dans les urnes. Oui. Voilà. C'est ça notre volonté. Mais en tant qu'homme politique, nous devons tout faire aussi pour ne pas enflammer ce pays. C'est très, très important. Il ne faut pas être obsédé par le pouvoir et pouvoir à tout prix, même s'il faut brûler son pays. Je ne fais pas partie de cette catégorie des hommes politiques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. En tout cas, c'est une réponse qui corrobore avec vos précédents dires. Alors, nous sommes à la dernière partie de notre entretien et je voudrais qu'on évoque un peu la question du panafricanisme et de l'unité de l'Afrique, puisque vos œuvres vous présentent comme étant un panafricaniste. Votre université Kofi Annan en dit davantage. On a vu beaucoup d'Africains de tous les 4 coins du continent qui sont présents. Alors du coup, notre question, c'est pour vous dire que la Guinée est quand même, ou pour rappeler, puisque vous le savez, le premier pays d'Afrique francophone à accéder à l'indépendance. La Guinée a également été en première ligne de toutes les luttes pour l'émancipation de l'Afrique. Et on connaît le peuple guinéen quand même très attaché à l'évolution et à l'unité du continent. Vous, président, qu'allez-vous faire pour redorer l'image de cette Guinée et pourquoi pas consolider l'unité de l'Afrique? Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'au fond, la Guinée est l'un des rares pays où l'hymne national est dédié au panafricanisme. Et nous sommes dans un pays où la voie de l'honneur de l'Afrique a été montrée par la génération du président Ahmed Sékou Touré. Que Dieu ait pitié de son âme, avec tout son groupe, les Sefoulaï, les Béaboubi, le Bangoura, et vraiment dans l'unité. La Guinée a eu son indépendance, et je ne peux pas passer sans les rendre hommage. Et d'ailleurs, ça me rappelle que, moi je dis toujours, pour moi, la politique n'a que ces 2 objets. Donner la dignité à un pays, tel que cette génération a pu le faire, et amorcer le développement économique. C'est les 2 objets de la politique. La politique politicienne, moi je pense qu'elle est inutile. Personne ne mange la politique. Cette génération a fait son travail. Nous n'avons pas été capables aujourd'hui encore de faire notre travail. Le problème de la Guinée, c'est vraiment le retard économique. C'est l'une des raisons pourquoi je me jette dans la politique, parce qu'en tant qu'économiste, je n'ai pas réussi à faire la bonne politique économique. Mais quand je serai aux commandes, certainement la Guinée va sortir de la pauvreté. Parce que nous avons les compétences et l'expérience qu'il faut pour cela. Ceci dit, nous sommes panafricains par naissance déjà, mais aussi par conviction. Vous savez que la somme des petits pays africains ne fait pas un marché important. La Guinée, on n'a que 13 millions d'habitants et dans toute notre sous-région, nous devrions être un seul grand pays en réalité.
C'est très important, il faut qu'on y arrive d'une manière ou d'une autre. Donc le rêve panafricain ne doit pas mourir avec cette première génération. Nous devons continuer à l'incarner et à transmettre aussi à nos enfants. Il faut absolument qu'on y arrive parce que c'est pour cause de notre puissance. Parce qu'il faut que nous soyons écoutés à l'international. On ne peut pas être écouté avec un ensemble de petits pays comme ça. Il faut que nous ayons des organisations qui puissent nous représenter valablement dans ce dialogue international. C'est très important. En termes de marché intérieur aussi, c'est très important. Il y a tout un travail qui a besoin d'être continué déjà au niveau de la CEDEAO. Et comme on le sait aussi au niveau de la monnaie unique ECO, j'ai fait des communications pour l'ECO d'ailleurs, pour dire ce que j'en pensais. Par rapport aux pays qui ont leur monnaie nationale comme la Guinée, qui ont ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. C'est une très bonne chose. Mais il y a un autre versant de l'histoire que les gens ne disent pas souvent, c'est que lorsque vous avez votre monnaie nationale et que le gouverneur est nommé par le président de la République, il peut faire de la planche à billets tous les jours et créer l'inflation, comme ça arrive avec le franc guinéen. Et quand il y a l'inflation, ça appauvrit toute la couche. Et souvent, le travail qui est fait dans les domaines sectoriels sont absorbés, balayés par les revers macroéconomiques lorsque la monnaie nationale faiblit, comme c'est le cas en Guinée ici. Donc, dans le cadre d'une unité monétaire régionale, comme le cas de l'ECO, ça évitera au président de la République de fabriquer de l'argent, comme c'est le cas malheureusement actuellement. Voilà. Donc, moi, je suis panafricain en termes monétaires, mais en même temps, couper le cordon avec la France, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit le cadre du CFA, parce que c'est inacceptable pour la nouvelle génération guinéenne et africaine de ne même pas être maître de sa propre monnaie, hein, de voir un autre pays interférer dans la gestion monétaire. Je crois que ce n'est pas acceptable pour la nouvelle génération des Africains et pour un professionnel de l'économie que moi je suis. Nous avons déjà suffisamment d'expérience ici à la Banque centrale de Guinée. Hein. Moi, j'y ai passé des années. Nous avons la possibilité de gérer notre propre monnaie. Surtout si on s'associe entre nous les Africains, on peut avoir une monnaie qui tienne la route pour éviter l'inflation, mais pour éviter aussi la perte de compétitivité qui est liée à une monnaie comme l'euro, qui est une monnaie très forte. Et le franc CFA, comme c'est le cas aujourd'hui, reflète les conditions de l'Europe, pas les conditions des pays africains. Je pense que si c'était peut-être nécessaire au début, maintenant nous avons toute une génération de jeunes Africains qualifiés qui doivent accepter de se prendre en charge aussi bien sur le plan politique, économique que monétaire. De la même manière que je combat le pacte colonial dans le domaine économique, lorsque j'ai parlé de la bauxite et non l'alumine, c'est ça qu'on appelle le pacte colonial dans le domaine économique. Nous, on se cantonne à des matières premières et les autres pays font de la transformation. La Guinée ne peut pas se cantonner à la bauxite et donner la transformation à des pays qui n'ont rien à voir avec la bauxite. C'est ça le pacte colonial. Donc il y a le pacte colonial dans le domaine politique. La première génération a contribué à nous sortir de cela, mais il y a le pacte colonial dans le domaine économique qui continue avec nos propres dirigeants aujourd'hui, où on ne fait rien pour transformer en Afrique, on fait de l'exportation de matières premières. Hein? Et il y a le pacte colonial dans le domaine monétaire que nous devons aussi combattre. Donc voilà les trois domaines dans lesquels la nouvelle génération africaine doit s'affirmer. Ils auront, moi, mon support et mon soutien. Docteur Ousmane Kaba, nous arrivons au terme de cet entretien. Face à votre caméra, il y a des Guinéens électeurs. Il y a des Guinéens sympathisants, mais il y a aussi des adversaires. Quel message vous voulez leur passer au moment où nous refermons cet entretien? D'abord, je voudrais dire que l'élection présidentielle est une occasion pour les candidats de rencontrer le peuple de Guinée. Ça ne doit pas être une occasion de violence et de haine. Restons dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Évitons toutes les déclarations qui peuvent mettre le feu à notre pays. C'est quelque chose d'essentiel pour moi, parce qu'il faut que nous préservons la paix de notre pays. Quand on parle de développement économique, ce n'est possible que dans la paix et dans l'entente. Donc c'est quelque chose que nous devons préserver. Ceci dit, nous avons un choix de 12 candidats. Mais en réalité,
il y a un choix de 3 candidats. Pourquoi? Parce que les 9 autres candidats sont très bons. Il y en a d'ailleurs qui sont capables, qualifiés, mais ils n'ont pas de parti installé à l'intérieur du pays. Il y en a qui ont créé leur parti il y a 1 semaine, 2 mois, 1 mois, ils sont 9 comme ça. Hein? Ils sont bons, hein? Moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons parce qu'il y en a vraiment avec lesquels moi je serais très content de travailler. Hein? Mais ils n'ont pas de parti politique derrière. Donc finalement on n'est que les 3 candidats qui avons des partis installés sur toute l'étendue du territoire national. Mais je suis désolé de le dire, les 2 autres candidats, personne n'a jamais rien fait en Guinée avant d'être candidat à la présidence de la République. Personne. Seul le candidat du PADES a fait de son mieux dans ce pays. Et c'est très important parce que les Guinéens ont retenu ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès du PADES aujourd'hui. Et le peuple de Guinée a changé, il est devenu beaucoup plus mûr. Nous avons tiré aussi les leçons de notre expérience politique. De ne pas suivre les gens comme ça parce qu'ils parlent bien, ou bien parce qu'ils présentent bien, ou bien parce qu'ils sont parents, mais de regarder ce que chacun de nous a fait dans sa vie. Donc c'est un message d'espoir. Nous avons la capacité de résoudre les problèmes économiques de la Guinée, dans l'unité et dans la démocratie, parce que c'est important. Il faut des positions de principe pour soutenir l'unité de ce pays-là. Il faut aimer tous les Guinéens. Jusqu'à présent, on a eu souvent des dirigeants qui aiment la Guinée, mais qui n'aimaient pas les Guinéens. Moi, je vis dans un milieu multiculturel ici. Je suis avec tous les Guinéens tous les jours. Et moi, j'aime les gens, par définition. Donc, je n'ai vraiment pas de problème d'inhibition. C'est toujours plus facile d'être avec quelqu'un comme moi, qui connaît la Guinée, qui aime les Guinéens et qui n'a aucun problème particulier de corruption depuis 30 ans. Voilà, ça c'est très important. Parce que ceux qui ont l'habitude de prendre l'argent de la Guinée, de l'envoyer à l'extérieur, vont continuer à le faire. Personne ne change au-delà de 60 ans. Voilà, donc il faut regarder vraiment la vie des gens. Et moi, je fais confiance au peuple de Guinée. Mais dans l'unité, dans la discipline. Pas dans l'agression physique ou verbale. Hein? Et vraiment, j'appelle l'ensemble des acteurs politiques et le peuple de Guinée à se donner la main, même s'il y a une élection présidentielle, de ne pas perdre son sang-froid, hein, d'appeler à l'unité et surtout pas à la haine. Hein. Même le parti au pouvoir, il y a des gens dedans, il y a des personnes qui sont très bien. Hein, donc, il ne faut pas qu'il y ait de la haine et que ce soit une question de vengeance. En ce qui me concerne, si jamais je suis président de la République, je ne vais pas chercher à humilier le professeur Alpha Condé, qui est non seulement mon grand frère, mais avec qui j'ai travaillé. Il n'a peut-être pas été capable de faire ce que moi je souhaitais qu'il fasse, mais cela n'en fait pas un ennemi. Hein? Et de l'autre côté aussi, l'opposition, ce sont des amis de longue date à moi. Je pense qu'il faut éviter la haine dans ce pays. Il faut se donner la main. Quels que soient les résultats, quel que soit le combat que nous faisons, il ne faut jamais oublier que nous avons un pays en commun qui s'appelle la Guinée. Nous avons le destin des millions de jeunes qu'il faut faire. Moi, je viens pour me battre surtout pour l'emploi des jeunes, pour les routes, pour l'eau, pour l'électricité. Si on arrive à faire ça, et qu'on arrive à faire l'autosuffisance alimentaire, je vous garantis que dans 6 ans, la Guinée ne sera plus classée parmi les 15 pays les plus misérables de l'univers. En tant qu'économiste, je considère que c'est une insulte pour moi. C'est un défi. Je ne peux pas accepter. C'est cette révolte qui m'amène à la politique. Merci, Dr Ousmane. Je vous en prie. Et surtout, bonne chance pour ce programme, pour l'emploi et l'émergence économique. Vous vous présentez comme étant la solution pour la jeunesse de Guinée. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est bonne chance pour le 18 octobre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'est l'entretien avec Dr Ousmane Kaba. Au cours de cet entretien, l'essentiel était basé sur les questions de paix. C'est un homme de paix qui s'est présenté à vous. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme d'Afrique Média à la télévision panafricaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.